Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum international Bois Construction 2026. Et je suis très heureux d'avoir avec moi deux co-auteurs du mouvement de la frugalité heureuse et créative. On va parler de la médiathèque James Baldwin et de la Maison des Réfugiés. Avec moi donc pour en parler, à Paris dans le 19e, avec moi pour en parler Alain Bornarel. Alain, bonjour. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour. Vous êtes ingénieur, vous êtes l'ancien gérant du bureau d'études Tribu et vous êtes un spécialiste de la construction passive et ventilation naturelle. Et de la ventilation naturelle. Et de la ventilation naturelle. Et je suis co-auteur, effectivement, avec Philippe. Voilà, avec Philippe et Dominique Gauzin-Muller. À côté de vous, Géraldine Samé. Géraldine, bonjour. Bonjour. Géraldine, vous êtes architecte, mais vous intervenez, vous m'avez dit, comme ingénieur sur la qualité du bâtiment chez Tribu Énergie, c'est ça? Tribu tout court. Chez Tribu tout court. Tribu Excusez-moi. durable, si on veut. Présentez-nous le bureau d'études rapidement. Eh bien, Tribu, on travaille donc avec Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu votre micro? avec les architectes dès le début des projets, en urbanisme et à l'échelle du bâtiment. Et l'idée, c'est de développer la construction éco-responsable. Donc on parle de ventilation naturelle, mais pas que, de confort thermique, de confort également acoustique. Tout ça est lié et intimement lié avec l'architecture. Et c'est pour ça que c'est des travaux qu'on fait toujours en duo avec les architectes, avec les urbanistes. Voilà. À côté de vous, Philippe Madec, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes architecte et votre agence aujourd'hui s'appelle Associés, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Eh bien, nous sommes une agence d'architecture, d'urbanisme, installée à Paris, à Rennes et à Montpellier. C'est une agence qui est l'évolution de l'atelier Philippe Madec qui existe depuis fin des années 80 et qui a toujours été engagée, comme Tribu l'est aussi depuis ces années-là, toujours engagée dans ce qu'on a appelé le développement durable, que nous aimons beaucoup appeler l'éco-responsabilité. Et parmi les expressions de l'éco-responsabilité, il y a le bioclimatisme, il y a la ventilation naturelle, il y a le choix de matériaux vertueux, bref, tout un ensemble qui a fini par se retrouver sous l'appellation frugalité heureuse et créative, dont, comme vous le disiez, Alain, Dominique Gauzin-Muller et moi sommes les co-auteurs du manifeste initial. Combien de signataires à ce jour? 17 000 et quelques. D'accord, donc ça a pris, comme on dit. Ah, mais c'est surtout la preuve qu'il existait un peuple de l'éco-responsabilité. En fait, souvent des gens un peu isolés les uns des autres, mais qui étaient vraiment dans un travail, dans une difficulté, en fait. Et notre mouvement ne fait que rapprocher des gens de telle manière que le partage s'opère, que ce que l'on peut faire ou ne pas faire, ou en tout cas ce qui pose problème ou ce qui n'en pose pas, soit mis dans le pot commun. Et notre mouvement, on peut y entrer gratuitement, on reçoit tout ce que le mouvement est capable de faire, et le mouvement est très généreux en termes de connaissances. Voilà. On va porter un petit peu la connaissance sur ce plateau et on va parler donc de la médiathèque James Baldwin et de la Maison des Réfugiés qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. Expliquez-nous un peu quel est ce projet. Alors c'est un projet dont déjà le programme est unique. Le rapprochement, et quand je dis unique, c'est unique internationalement, le rapprochement d'une médiathèque, donc un espace de la culture, avec une maison des réfugiés, qui est donc l'accueil bienveillant de ceux qui sont dans le souci et dans le déplacement, ça n'existait pas ailleurs. Et ce qui est formidable, mais vraiment, chaque fois que je le redis, je suis ému, ce qui est au cœur de ce programme-là, c'est l'accueil inconditionnel. C'est tout aussi vrai pour la médiathèque, qui accueille notamment les sourds et les malentendants, et aussi les LGBTQI+, et puis évidemment pour la Maison des Réfugiés, qui, elle, accueille tous ceux qui veulent. Bien sûr, ceux qui viennent de loin, mais aussi ceux qui viennent de près, qui accueillent tous ceux qui sont habitent dans le quartier, ou même ceux qui ont envie de passer. Et cet accueil inconditionnel fabrique une architecture aussi, qui est une architecture qui essaie d'être lumineuse pour que l'accueil se fasse plutôt dans la joie. Alors, expliquez-nous votre projet. Alors, on a vu un peu le contexte, c'est ce qui vous porte dans ce projet. Mais si on parle plus architecture, matériaux et tout ce que vous avez évoqué, bioclimatisme, ventilation, comment vous abordez et comment ce projet a-t-il été abordé?
En fait, ce projet est la réhabilitation de l'ancien lycée hôtelier Jean Carré. Donc on est au bord de la place des Fêtes, dans le 19e à Paris. Et les deux bâtiments qui étaient dissociés, les deux bâtiments du lycée hôtelier Jean Carré, avaient été réalisés dans les années 70. Tout est en béton industrialisé et préfabriqué, comme le faisaient, on va dire, assez bien les bétonneux français de ces années-là. Et donc on a hérité d'une architecture, on va dire, un peu brutaliste. Et on a décidé d'en casser le moins possible. On coule le moins possible de béton. Entre nous, ça fait partie des postures très claires. Mais le béton qui est là, le détruire, c'est aussi imbécile que d'en couler aujourd'hui. C'est à la fois de la pollution, c'est de l'énergie, bref. Donc nous avons décidé de garder les deux bâtiments. Et à partir du moment où on avait accepté cette idée que le béton qui était là, nous, tout ce que nous avions à apporter et qui était nécessaire pour faire fonctionner l'ensemble, est en matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. La manière de travailler, et qui, à mon avis, est une manière, et Alain peut en parler beaucoup, parce qu'il vient de sortir un livre chez Erol à ce sujet-là, la manière et aussi au Moniteur bientôt, la manière d'associer l'ingénierie et l'architecture pour ces projets-là, c'est le bioclimatisme. C'est une façon de concevoir l'espace et l'ingénierie ensemble, à partir de ce que le contexte apporte. Et ça, avec Tribu et notre atelier, nous le faisons depuis 2000 au moins. Et depuis 2000, nous avons fait 19 réalisations de ventilation naturelle. Et on verra qu'il y a un gros retour d'expérience. Mais sur le bâtiment, là, comment vous avez travaillé ce bioclimatisme et cet aspect ventilation naturelle? Peut-être sur l'ensemble de l'opération, Oui. on commence peut-être d'abord par les espaces extérieurs. Avec Mutabilis, il y a eu tout un projet aussi d'urbanisme à la fois pour lier le site avec la place des Fêtes et tout un travail de conservation du peu de végétalisation qu'il y avait, mais il y avait quand même des beaux sujets, des beaux arbres qui existaient à conserver et puis le retravailler. Là derrière on a toute une partie jardin et potager. Donc on commence par le site dans l'ensemble. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler la ventilation naturelle, il faut qu'on ait un peu de fraîcheur à l'extérieur avec de la végétalisation. Là on pourra parler de deux types de ventilation naturelle, celle qui sert à rafraîchir l'été et puis à celle qui sert à respirer. Parce que la ventilation, c'est d'abord la santé. Hein. Exactement. La santé et le confort. Et donc là, il y a eu toute une question de savoir quelles sont les valeurs de ces bâtiments existants, qu'est-ce qu'on en fait. Il y avait un bâtiment cubique, un bâtiment plutôt long et pas très haut, et à chacun de ces bâtiments, on a travaillé des choses différentes. Celui-ci, il doit y avoir une photo du patio à un moment donné, on est venu les vider, apporter l'air, la lumière, parce qu'il était très profond, c'était que des équipements techniques qu'il y avait en cœur de bâtiment, et on s'en sert pour la ventilation naturelle hygiénique. Donc c'est la ventilation de base qui nous sert à respirer, mais on s'en sert aussi pour la ventilation d'été où là on a des ouvrants en complément. Et c'est aussi le béton. Le béton c'est aussi de l'inertie, donc ça conserve la fraîcheur l'été. Je sais pas, on en parlait tout à l'heure, mais les usagers, le public qui arrive a l'impression que c'est climatisé aujourd'hui. Ça l'est pas. C'est le béton existant qui a été mis en valeur, isolé par l'extérieur, et la capacité d'aller rafraîchir le bâtiment la nuit sans craindre l'intrusion, les volatiles, etc. L'espace qu'on voit en bois avec ce tissage de bois, c'est un espace qui n'existait pas, c'est ça que vous avez. C'est une résille, comment vous l'appelez? Moi, je l'appelle la mantille. La mantille, ouais. D'accord. J'ai un petit côté romantique sans doute en pensant aux hispaniques, mais en fait, entre les deux bâtiments, il n'y avait pas de lien. Alors que nous avions besoin de faire du lien verticalement et horizontalement entre la partie maison des réfugiés et celle de la médiathèque. Donc ce bâtiment, tout le monde appelle le lien aujourd'hui, et lui il est en bois, en terre coulée, ce qui est une première, on reviendra là-dessus si vous voulez, et cette partie-là n'est pas chauffée, mais est exposée au sud, et donc pour éviter qu'il y ait trop d'exposition au sud, on l'a recouverte de cette mantille en bois. Cette mantille en bois a une vertu bioclimatique, comme je vous le disais, mais elle a aussi une vertu urbaine.
C'est-à-dire que quand vous sortez du métro à la place des Fêtes, le seul élément qui, dans ce grand ensemble, dans ce grand complexe architectural des années 70-80, où tout est fait de barres et de tours, le seul endroit où il y a du bois et qui est courbe, c'est le chapeau de la médiathèque et que l'on voit de loin. Donc ça a permis de faire en sorte que la médiathèque existe dans la place, alors qu'elle n'est pas au bord même de la place, mais qu'elle est un peu plus éloignée. Et vous vous servez de cet espace pour ventiler, c'est ça? Alors, oui, juste... En fait, vous voyez, la partie cube, celle où est la médiathèque, elle fait 30 mètres par 30 mètres. Quand on est arrivé au milieu de ce 30 mètres par 30 mètres, il y avait un cœur technique, c'est ce que tu évoquais, où il y avait les ascenseurs, les sanitaires, les escaliers. Ce bloc, il était étanche. Et avec les mêmes façades au sud, à l'est, à l'ouest, enfin, comme on faisait à l'époque. Donc on a commencé ensemble, et ça a été une des premières décisions, Alain. On a décidé de vider le centre, d'enlever 10 mètres, 10 par 10, et donc de garder une couronne de 10 mètres tout autour, vous voyez. Et en fait, en enlevant tout ce qui était au milieu, tout ce qui était technique, tout ce qui était sombre, en fait, on a retrouvé la pleine terre. D'où la maîtrise de l'effet d'îlot de chaleur dont parlait Géraldine. On retrouve la pleine terre et puis on fait ce qui est essentiel dans la ventilation naturelle. On fabrique un puits dépressionnaire. Quand le vent passe au-dessus du bâtiment, le vent aspire l'air qui est dans ce patio, si vous voulez, dans ce puits. Et une fois que l'air est extrait, eh bien, il entre par la périphérie du bâtiment et il ressort par là. Et la machine, on va dire, la machine naturelle, c'est ce puits dépressionnaire. C'est le puits dépressionnaire. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne et comment vous êtes partis, parce que vous avez travaillé, si j'ai bien compris tous les trois, hein, sur le sujet de cette ventilation. Expliquez-nous comment vous êtes partis et comment vous avez abordé le bâtiment. D'abord, la première des choses, c'est de se fixer des priorités et des objectifs. Oui. Il est clair aujourd'hui que, à Paris en tout cas, on a un double objectif qui est un objectif d'hiver, de consommation et de confort en hiver, et un objectif d'été. Et que aujourd'hui, on ne peut plus sous-estimer l'un par rapport à l'autre, comme ça a été le cas très longtemps, où on s'est surtout préoccupé des questions d'hiver. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc à partir du moment où on a vu qu'il fallait qu'on travaille beaucoup sur les questions d'été, ça veut dire conserver l'inertie de ce bâtiment, qui était un des gros atouts de ce bâtiment. Ça veut dire aussi faire de la ventilation naturelle. Or, on ne fait pas de la ventilation naturelle sur des longueurs qui sont au-delà de 7 mètres, 7-8 mètres. Hein. Voilà. Donc, du coup, vider le bâtiment, ça coulait de source. Et ça avait aussi d'autres avantages, parce que c'est aussi une des caractéristiques de nos métiers, qui est d'envisager la multitude d'enjeux qui existent sur un bâtiment, et donc notamment l'enjeu de l'éclairage naturel. Sur le bâtiment profond tel qu'il était, on n'aurait pas pu avoir suffisamment d'éclairage naturel. Donc c'est le choix crucial, celui-là, d'évider ce bâtiment, qui a eu des conséquences et en confort d'été et en éclairage naturel, et pour assurer la ventilation hygiénique en hiver. Donc là, on a zéro climatisation. Est-ce que on arrive toujours en été, hein, je pense à l'été, aux périodes caniculaires, à ce que le bâtiment reste frais, enfin en tout cas ne soit pas trop chaud, y compris dans des longues périodes? En plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, on a aux endroits où il peut y avoir du monde. Là, à l'usage, on a repéré d'autres endroits où il y avait beaucoup de monde, notamment autour des bornes d'accueil à chaque niveau. Mais donc, il y a aussi des brasseurs d'air qu'on a disposés à certains endroits de façon stratégique pour ne pas en mettre partout, pour être aussi économe
tant en énergie qu'en matériel. Mais on a quand même, voilà, on a encore L'idée, c'est d'aller au plus près des personnes pour aller chercher encore quelques degrés en moins quand il y a du monde, quand il fait très chaud dehors. Et voilà, après, c'est une question d'usage, de transmission, de fonctionnement du bâtiment avec les usagers. On a fait pas mal de visites ensemble où on a pu recueillir leur premier retour, transmettre, voilà, et puis qu'ils puissent nous poser les questions. Et vous voyez, les brasseurs d'air dont tu parles sont indispensables parce que quand on transpire un peu, vous savez bien, c'est l'air qui passe sur votre peau légèrement humide qui donne le sentiment de la fraîcheur. Mais ce sentiment de la fraîcheur arrive dans ce bâtiment parce que la ventilation est traversante dans ce bâtiment, parce qu'on peut ouvrir des fenêtres. En fait, un des exemples que les usagers qui sont satisfaits du confort d'été nous ont donné, c'est que une des dernières grandes médiathèques de Paris est la médiathèque Pablo Neruda de la Halle Pajol. Elle a été conçue entre 2008, juste après le Grenelle de l'environnement, et livrée en 2014. Donc grosso modo, il y a 10 ans entre les deux. Entre ce que l'époque du Grenelle de l'environnement portait, c'est-à-dire le passif, et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, notamment avec notre manière de penser la ventilation. Et à la Halle Pajol, les usagers ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. Les libraires qui ont travaillé à la Halle Pajol et qui viennent chez nous n'en reviennent pas de pouvoir ouvrir les fenêtres, de sentir finalement le vent et l'air qui leur permettent d'être bien. Et du coup, eux, parce qu'ils peuvent ouvrir les fenêtres, se mettent à se souvenir de ce que c'est que le nord et le sud. Est-ce que c'est que le jardin de lecture des adultes est au nord. Cette partie-là est toujours fraîche. Donc quand il fait trop chaud, ils ouvrent et ça passe. Quoi, ça... Voilà, c'est ça. Donc important, quand on faisait du passif, on était très cocotte minute, on va dire. Et aujourd'hui, on essaie de faire autrement parce qu'on a découvert d'autres problématiques, c'est ça ? Non, j'allais dire que peut-être qu'on avait des images de l'intérieur où on peut ressentir ces... Là, sur le côté, on a des ouvrants protégés derrière des ventelles, ce qui permet... Elles ne sont pas très larges, ça permet qu'il n'y ait pas trop de... Exactement. Ça prend pas trop de place à l'intérieur. On voit les ouvrants de ventilation. Voilà, celui-là, on peut l'ouvrir facilement sans que ça prenne de place. Et derrière, il y a une ventelle, ça protège un tout petit peu du bruit, mais surtout, ça... Moi, je dirais que c'est pas tant une question de nouvelles problématiques qu'une question de philosophie du fonctionnement d'un bâtiment. Il y a deux grandes familles, disons. Soit on fait le bâtiment fermé, la cocotte, et donc il faut bien avoir à l'intérieur des ambiances vivables, donc il faut maintenir ces ambiances vivables. Et si c'est la cocotte, on va maintenir ces ambiances vivables avec des systèmes de ventilation, des systèmes de chauffage, des systèmes de rafraîchissement, etc. C'est de la machine. Alors que si on fait un bâtiment qui est ouvert sur l'extérieur, qui respire avec l'extérieur, qui échange avec l'extérieur, on va pouvoir profiter pour créer ces ambiances correctes à l'intérieur de tous les avantages climatiques extérieurs, le vent, le soleil, etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la frugalité, de la réflexion de la frugalité, et qui représente, je pense, un vrai changement radical. Vrai changement radical. On arrive un petit peu au terme de nos échanges. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais venir. Quand on préparait tout à l'heure, vous disiez on aurait peut-être besoin d'un peu de ventilation naturelle au Grand Palais. Comment on fait ? Je confirme, on a besoin de ventilation naturelle au Grand Palais. Vous voyez, on est en février, on a chaud. Avec Alain, nous avions une des équipes qui a été retenue pour penser au renouveau du Grand Palais. Nous n'avons pas été retenus, mais par contre, nous avons fait une proposition extrêmement puissante et très efficace de ventilation naturelle du Grand Palais. Les entrées d'air venaient de la partie inférieure des façades, qui étaient ouvertes avec des grilles, déjà. Et finalement, l'air entrant par le bas, avec le dessin de cette verrière et tout ce qu'il faut, mais tout était présent dans le dessin de la toiture pour que les extractions de l'air chaud se passent par en haut. Ça marchait, et ça marchait très bien. Ça évite d'avoir cette chaleur insupportable que l'on a maintenant. À l'époque où on a fait le travail avec Alain, la dalle en été était à 50 degrés. Vous imaginez bien, pour réussir
à renouveler la totalité de l'air de cette enveloppe, vous ne le faites pas avec des machines, alors que la ventilation naturelle le faisait naturellement, quoi. Et comme beaucoup de bâtiments anciens, la coupe était parfaite pour ça. Ils avaient intégré ces mouvements aéroliques. Voilà. Et donc on aurait pu les réintégrer. Et donc pour terminer, on va parler du off en 2 minutes. Dites-nous de quoi il s'agit et comment vous allez y intervenir. Alors, ce bâtiment est un des lauréats 2026 du OFF. Donc le OFF, c'est une manifestation qui existe depuis 2012. On en est à la 8e session. Ça a commencé en 2012 à Paris à l'initiative de 2 associations, l'ICEB, Institut pour la conception économique et éco-responsable du bâti, et CO2D. Et puis, depuis, à chaque session, d'autres associations de professionnels sont venues se rajouter, et notamment les centres de ressources du réseau ADEME Bâtiment Durable. Petit à petit, il y en a 2 qui sont arrivés en 2013, il y en a 3 qui sont arrivés après, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie des centres de ressources du bâtiment durable sont partenaires du OFF. Alors le OFF, il fonctionne comme tout concours, hein. Il y a un appel à projet, donc des candidats envoient leur projet, c'est en gros une centaine de réponses chaque fois, un jury qui se réunit pour sélectionner, et ensuite les projets sont présentés dans aujourd'hui 8 villes en France, dans une espèce de tour de France du bâtiment durable, à Paris, Lyon, en Bourgogne, Sanvignes-les-Mines, Marseille, Toulouse, La Rochelle, Nantes, Rennes. Je crois que j'en ai pas oublié. Si jamais je veux avoir des infos, il y a un site internet. Il y a un site internet, le OFDD. Ok. Voilà, et qui donnera les dates de chacune des manifestations du OFF. Pour ce qui est de l'Île-de-France, eh ben c'est cet après-midi ici, sous la halle du Grand Palais. Sous la halle du Grand Palais, qui n'est pas tout à fait ventilée. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc de cette médiathèque et de cette maison des réfugiés. Et puis on voit qu'on est allé beaucoup plus loin. On aurait pu en parler encore des heures. Mais on va arrêter là pour le moment. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tout ce que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum International Bois Construction et les magazines 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci.